Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Malheureusement, notre présidente de conseil de quartier, Amélie, est malade et donc ne pourra pas être présente ce soir. Mais nous avons la chance d'avoir tous nos conseillers de quartier qui sont bien présents et je les remercie. Nous avons également donc, pour aujourd'hui un ordre du jour bien complet puisque nous avons en premier lieu l'entretien de l'espace public avec Jean-Yves Pinet, adjoint au maire. Nous avons ensuite la sécurité avec plusieurs intervenants, notamment Anthony Salama, adjoint au maire également, ainsi que monsieur Pierre-Olivier Tempier, chef de division du 15e arrondissement, direction de la police municipale et de la prévention, ainsi que monsieur Patrice Combon, qui est le référent police municipale de votre quartier. Sans plus attendre et pour vous permettre de poser toutes les questions que vous souhaiteriez pour la suite de cette réunion, je vais demander à Jean-Yves Pinet de commencer sur le sujet de l'espace public. Merci Ségolène, mais bonsoir à tous. On va faire deux choses. Déjà une présentation propreté, parce que la voirie étant beaucoup plus complexe, si vous avez des questions de voirie, je pourrais y répondre, mais en termes de présentation, effectivement, elle est un petit peu à part par rapport au service de propreté. Je vais vous asséner de quelques chiffres, je m'en excuse par avance, et puis on essaiera de prendre le max de temps pour échanger, plus que je vous assène effectivement ces chiffres qui vont arriver. Donc, concernant le service local de la propreté du 15e, on a donc une division spécifiquement dédiée à la propreté du 15e qui comprend 285 éboueurs. Attention, ce n'est pas 285 agents qui sont dans les rues et qui nettoient. En fait, à la propreté, le titre d'éboueur est donné un petit peu à quasiment tous les agents qui sont à la propreté. 285, ça veut donc dire que c'est du sol au plafond, c'est-à-dire effectivement du standard au directeur de la circonscription, jusque effectivement tous les agents que vous voyez. Je vous donne juste un petit parallèle. L'arrondissement fait 805 hectares, 150 km de voies de circulation, 300 km de trottoirs. Nous sommes le plus important. Vous voulez renoter ? 150 km de voies de circulation. Vous doublez, puisque vous avez des trottoirs de chaque côté, donc ça fait 300 km de trottoirs, à 1 km près. Et surtout, en surface au sol, 805 hectares. Et vous avez que 285 agents pour une division, et donc ça veut dire effectivement qu'on n'a pas assez d'agents sur le terrain. À titre de comparaison, le 18e, c'est 400 personnes. Voilà. Donc, même si la situation, et le maire pourrait le dire, n'est pas satisfaisante, et loin d'être satisfaisante, quand je me balade un peu, même si dans certains coins, et on est à côté de certaines rues où il y a des dépôts assez récurrents, c'est quand même pas si catastrophique que ça. Enfin, je mets un bémol, attention. Hein. C'est pas si catastrophique que ça, au vu justement du peu d'agents qu'on a, et donc des engins aussi qui nous manquent. Généralement, là aussi, ce sont les chiffres, et ça dépend aussi du canton et des rues, et si les agents sont là. Le balayage est fait de 2 fois, 7 fois par semaine en fonction des rues. Il y a des rues qui sont effectivement beaucoup plus balayées que d'autres. C'est vrai que les grosses artères, type de la rue de la Convention, sont plus traitées que des petites. Il faut savoir que les services de propreté s'occupent aussi des entretiens des pieds d'arbres. On a 23 000 arbres sur l'arrondissement. C'est aussi le désherbage et les tontes qui sont assez compliqués avec la prolifération d'herbes folles un petit peu partout, puisqu'on n'utilise plus de produits et donc tout se fait à la main. Hein, et on ne peut pas utiliser non plus trop de mécanique parce que les fameux rotophiles, etc., quand au niveau des pieds d'arbres, vous avez tout un tas de... Alors s'il n'y a que de l'herbe, ça va, mais il n'y a pas que de l'herbe. Imaginez qu'il y ait des petits bouts de cailloux, etc. Je vois les enfants au premier rang pourraient prendre ça en pleine tête, même nous adultes, ou les cailloux dans les vitres de voiture, c'est quand même pas top. Donc effectivement, voilà. On a 13 marchés alimentaires par semaine. Là aussi, c'est la division de propreté du 15e qui s'occupe du déblaiement des marchés. Donc là, c'est les équipes d'après-midi. C'est pour ça qu'il n'y a aucun agent sur le terrain les jours de marché entre 13h30 et 17h. Pourquoi ? Parce que tout le monde est sur les marchés. Et il y a du boulot pour remettre tout au propre.
Voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui est retrait des affiches, les dégraffitages. On reparlera des graffitis un petit peu plus loin. Autre chose qu'on sait moins quand on parle de déneigement des trottoirs, alors c'est pas parce qu'il y a de la neige qu'ils vont déneiger tout le trottoir. Je rappelle qu'à Paris, il y a un arrêté qui court du préfet de police qui impose que chaque immeuble mette un petit peu de sel devant chez lui pour éviter le verglas. Mais les services de propreté s'occupent principalement, et ça c'est l'ultra priorité, dès qu'on a de la neige et du gel, des passages piétons et des escaliers de métro. On est à côté du métro Boucicaut, il faut qu'on puisse descendre et monter sans faire la glissade jusqu'au bout, même si je sais que d'autres adoreraient glisser, mais là, pour les luges, on peut voir la pente et regarder quelque chose. Donc ça, c'est un petit peu pour dresser l'équipe, effectivement. Après, comment est-ce que c'est organisé? On a 7 ateliers territoriaux, c'est-à-dire que l'arrondissement est coupé en 7, vous avez 7 ateliers. Alors, les ateliers, vous allez en trouver un, par exemple, place Charles-Michel. Si vous allez place Charles-Michel, vous avez un escalier qui descend. En dessous, c'est un atelier de propreté. Donc là, c'est les agents. Il y en a un qui est rue de Cauchy, et puis dans d'autres arrondissements. Donc ces ateliers-là fonctionnent le matin, 6h jusqu'à environ 13h30, 14h. Ensuite, il y a 2 ateliers engins sur l'arrondissement qui fonctionnent effectivement là aussi le matin, mais on sort les engins un petit peu plus tôt. Alors je sais que de temps en temps, je ne sais pas si certains m'ont déjà écrit, mais effectivement, il y a des engins un peu bruyants qui passent tôt le matin. Mais pourquoi? Parce que le kilomètre linéaire le matin est beaucoup plus simple à faire quand il n'y a personne dans les rues qu'une fois qu'il y a de l'activité humaine et qu'il y a beaucoup de monde, notamment en ce qui concerne le lavage à haute pression. C'est mieux quand effectivement vous êtes encore tous chez vous et que vous ne vous êtes pas encore levé. Et là, on va beaucoup plus vite. Les engins, ce n'est pas encore des engins très très silencieux. Il y en a qui sont même très bruyants encore, hein, qui dépassent les normes acceptables, mais petit à petit, c'est remplacé. Donc ces 2 ateliers engins, c'est aussi eux qui ont les fameux porteurs pour les encombrants, et on y reviendra sur les encombrants. Et puis donc les ateliers d'après-midi qui, eux, s'occupent effectivement principalement des marchés. Donc là, c'est tout le matériel pour les marchés. Et on a sur le 15e, on a un point tri sur le boulevard Pasteur. Au niveau du boulevard Pasteur, à Sèvres-le-Courbe, vous avez un petit peu plus haut, vous avez effectivement sous le métro aérien, vous avez un petit espace où vous pouvez venir amener vos petits déchets électriques, les pots de peinture, etc. Alors c'est pas tout près de ce quartier-là, mais c'est effectivement, ça a le mérite d'exister. Et sinon, on a une déchetterie qui se trouve au niveau du quai d'ici les Moulineaux, voilà, qui est accessible à tous les habitants de Paris, donc et du 15e bien évidemment. Voilà, pour l'ensemble de vos déchets autres. Alors là, il faut mieux y aller en voiture, parce qu'y aller à pied, c'est quand même pas simple, mais effectivement, si vous avez des choses à déposer, c'est très bien. Sinon, il y a le système effectivement de prendre rendez-vous et de déposer dans la rue. Alors, un petit point sur la collecte. Je commence par le bac jaune, le fameux bac recyclage. Donc vous savez que depuis quelques mois, on est passé à 3 fois par semaine, puisqu'effectivement, on augmente le volume de recyclage et petit à petit, on va essayer de baisser le volume des ordures ménagères. Donc le bac jaune, en fonction des secteurs, c'est soit lundi, mercredi, vendredi, soit mardi, jeudi, samedi. On y met tous les emballages. Voilà. On n'y met pas, par contre, il y a une chose, faire un peu de pédagogie. On le croyait tous, moi le premier, mais vous savez, les polystyrènes qui entourent quand on achète ne serait-ce qu'une télé ou autre chose, ce polystyrène-là, malheureusement aujourd'hui, il n'est pas recyclable. Il n'y a pas de filière. Ils ont beau avoir le petit sigle, il n'y a pas de filière. Le bac blanc, le bac vert, donc ça c'est généralement une fois par semaine. Et effectivement, si les immeubles n'ont pas de bac, ou si vous avez une grande soirée chez vous et que le bac est plein et que vous avez beaucoup de bouteilles, vous avez des apports volontaires, donc avec les colonnes à verre qui se trouvent un petit peu partout. On a quelques colonnes à verre enterrées dans l'arrondissement, mais alors qu'on souhaitait en avoir plus, il faut savoir que pour mettre une colonne à verre dans le sol, il me faut un espace de 6 mètres par 6 mètres. Et avec tous les réseaux qu'il y a dans le sous-sol, c'est loin d'être simple. Voilà, vous en avez, pour voir ce que c'est, vous en avez une du côté de Beaugrenelle, enfin il y en a même 2 du côté de Beaugrenelle. Au niveau du centre commercial, à l'angle 4 frères Peignot, Linois, vous avez quelque chose qui sort de terre. Vous avez un truc là, c'est pas du tout une corbeille où vous mettez vos papiers, non, c'est une corbeille à verre. Voilà, et il y en a une près de la mairie. L'autre, vous la voyez, c'est celle que vous connaissez. Et puis, donc le bac vert avec les ordures ménagères, donc là on est toujours sur une collecte du lundi au dimanche, tous les jours,
À terme, peut-être qu'il y aura à Paris une collecte en moins, probablement celle du dimanche, parce que le dimanche, il y a moins de gardiens ou il y a moins de gens qui sortent les poubelles. Donc c'est vrai qu'on fait sortir des bennes pour des tonnages qui sont assez faibles. Et donc, mais peut-être qu'il faudra transférer, sachant qu'en plus, on est engagé entre la collecte des déchets alimentaires, la collecte du multimatériau. Il y a de moins, le tonnage des déchets classiques baisse. Et donc, effectivement, il faudra se poser la question de ce changement. On vous a mis aussi des petites photos sur les différentes corbeilles de rue. Alors, celles avec le sac plastique sont petit à petit remplacées. En fait, pourquoi les sacs plastiques? Ça vient en fait des années 90 où il y avait eu des attentats et notamment effectivement pour éviter d'avoir des engins explosifs et pour qu'on ait une visibilité. Aujourd'hui, la menace de l'explosion d'un engin explosif sur la voie publique dans ce type de configuration est plus espacée et c'est vrai que c'est quand même mieux et notamment pour lutter contre la prolifération des rats parce que rats et corneilles adorent le sac plastique, ils le déchirent et tout se renverse par terre. Autre sujet, et un sujet qui peut être polémique. Alors, la collecte des déchets alimentaires, qui est une obligation depuis le 1er janvier 2024, qui était arrivé par arrêté du gouvernement en octobre 2023. Donc, faut le temps que ça se mette en place parce que c'est des collectes supplémentaires et c'est pas simple à mettre en place. Là, très clairement, nous, dès le départ, on a fait, avec le maire du 15e, avec Philippe Goujon, on a indiqué le souhait des petits bacs que vous avez en haut. Des conteneurs alimentaires qu'on a principalement aujourd'hui disposés à côté de certaines écoles. Elles ne sont pas toutes. Alors, je ne sais plus si j'en ai pas un dans les environs. Parce qu'il y a déjà une collecte des déchets alimentaires au niveau des écoles. Donc, ça permettait de rationaliser. Ces bacs sont tout à fait adaptés à l'espace public. En tout début, ils avaient été, dans l'expérimentation, mis au niveau des marchés. Les premiers avaient été mis sur le marché de Grenelle et on avait déployé sur tous les autres marchés parce qu'il y avait eu effectivement un énorme engouement pour les gens et un grand succès sur le 15e. On était le premier arrondissement en apport de déchets alimentaires. La ville de Paris fait un autre choix. Elle fait le choix des Trilib. Les gros bacs que vous avez en dessous, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, ça prend 2 places de stationnement, vous avez 4 bacs, donc 2 pour le recyclage, 1 pour le verre et 1 pour les déchets alimentaires. On a beaucoup de plaintes là-dessus parce que c'est mis sur l'espace public. Et parfois dans des rues, on en a eu sur l'avenue Félix-Faure. Au début de l'avenue Félix-Faure, on nous a demandé de le déplacer, il a été déplacé. Et partout où il est posé, j'ai effectivement les riverains, et je peux le comprendre, qui les déplacent. Donc c'est vrai qu'avec Philippe Goujon, on a demandé à ce qu'on puisse stopper. On avait bien tenu, mais avec cette collecte des déchets alimentaires, on a été obligé d'en mettre. Actuellement, on en a 19. Et sur les 19, j'en ai quand même 12 qui posent problème, où il faut qu'on trouve d'autres emplacements, et c'est loin d'être simple. Donc c'est pour ça que nous, on privilégie quand même les bacs au-dessus, mais la ville de Paris qui nous fournit les bacs nous en a fourni que 26. Donc pour le moment, le maillage du 15e est loin d'être optimum en ce qui concerne les déchets alimentaires. Mais ça va aller crescendo. On va en passer à quelques chiffres qui illustrent un petit peu la problématique auquel on est confronté, c'est-à-dire que sur les signalements, les rendez-vous et tout ce qu'il en est. Si je prends par exemple, là on est sur les salissures, la propreté au sol, les épanchements d'urine, c'est 9121 signalements faits sur l'arrondissement sur les 9 premiers mois de l'année. Donc vous voyez que c'est quand même énorme. Quand je parle de signalement, c'est simplement des gens qui, si vous avez sur votre smartphone l'application dans ma rue, vous signalez. Et c'est aussi ce que font les services. Donc vous voyez aussi, là sur les courbes, on a d'énormes pics sur cette année. On ne comprend pas pourquoi sur 2025 on a cette envolée, mais on a énormément de pics de signalement. Idem en ce qui concerne tout ce qui est d'autres sujets. Là, on est plus sur les objets abandonnés. Donc tout ce qui peut être encombrant, divers et variés, non signalés. Donc l'objet abandonné, là en tout cas sur les 74 000 signalements, c'est tout ce que vous pouvez voir partout et n'importe où. Et donc c'est quand même énorme parce que ça veut dire que vous voyez la tâche est grande, 74 000 sur là aussi les premiers mois de l'année. Ensuite, les rendez-vous des encombrants. Alors, rendez-vous des encombrants, là j'ai les chiffres à fin octobre, on est à plus de 80 000 rendez-vous d'encombrants. Et là, je tiens à féliciter très sincèrement les administrés du 15e qui sont champions du rendez-vous en ce qui concerne Paris. Donc même si on a aussi du sauvage, en fait, plus de gens prennent de rendez-vous et c'est bien. Le problème de ce que je vous ai montré avant et du nombre de signalements et des pics qu'on a, c'est qu'au lieu de collecter dans les 24 heures ou
allez, max 48 heures, ce qu'on arrivait à faire il y a encore un an et ce qui est dit sur les sites. On est aujourd'hui, et j'ai pas de bonnes nouvelles, je suis plutôt à 4 jours, voire même dans certains secteurs à 7 jours. Ça vient à la fois de l'augmentation effectivement du nombre de rendez-vous et du nombre de dépôts sauvages, parce qu'il faut essayer de tout traiter au mieux, mais ça vient aussi d'autres choses de structurelles, c'est qu'en engin, on m'a fait des changements d'engin. Il y a quelques années, on avait des engins à 1200 kg de charge utile, c'est-à-dire que vous mettiez 1 tonne d'œufs à l'arrière du camion, mais ils étaient diesel. On est passé à de l'essence, 750 kg, mais au lieu d'avoir 2 essences pour un diesel, j'ai eu 1 pour 1. Donc déjà, j'ai perdu 450 kg de charge. Aujourd'hui, j'ai des plus petits et électriques à 250 kg de charge. Je vous laisse imaginer. Donc en plus, une fois qu'ils sont pleins, ils prennent 2 mètres cubes, il faut aller à la déchetterie au quai d'ici, la circulation, etc. Le temps des allers-retours. Donc voilà. Donc on arrive effectivement. Donc si vous prenez des rendez-vous, si vous avez des voisins qui prennent des rendez-vous et qui disent « il y en a marre, c'est pas ramassé, etc. », c'est logique, on est surtout sur des délais assez longs. Si au-delà de 7 jours, c'est pas ramassé, vous pouvez me saisir, on essaiera de regarder ce qu'il en est. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout satisfait de cette affaire-là. Il faudrait qu'on ait les capacités. On a demandé dernièrement, on a eu des tournées de bennes. On a demandé des bennes à ordures. Alors c'est dommage parce qu'en plus on ne recycle rien dans la benne, on enfile. Et l'avantage c'est que par atelier, une belle fait 60, sur une vacation de 4 heures, elle peut ramasser jusqu'à 60 points. Et donc effectivement ça permet d'épurer. Mais voyez la situation, elle est loin d'être parfaite. Les graffitis, les petits tags, etc., ça a été plus de 55 000 depuis le début de l'année. Ça aussi, ça embolise énormément. Il y en a de plus en plus, et il n'y a pas que le 15e, c'est surtout Paris. C'est pour ça qu'avant, autant on avait un délai de traitement de 3 jours, 4 jours. Maintenant, on peut arriver jusqu'à 12 jours de traitement sur du tag classique. Tout ce qui est injurieux, tag raciste, antisémite, insultes, etc., ça c'est de la priorité de priorité. Donc ils ont 24 heures, une fois qu'on a le signalement, qu'on leur fait le signalement, ils ont 24 heures. 24 heures après, on doit recevoir le rapport comme quoi ils ont effectué. Comme en parlait le commissaire Merchy, mais M. Tempier ou mon collègue Anthony Samama pour en parler aussi derrière, sur certains tags, n'hésitez pas à saisir les services de police nationale, police municipale. Il y a des services d'enquête spécifiques. Ça permet de rattacher quand il y a des signatures bien spécifiques. Alors, pour la petite anecdote, il est arrivé par le passé qu'on arrive à arrêter quelqu'un qui était en train de taguer, et grâce au signalement précédent, à sa signature, etc., il s'est retrouvé avec une 50aine de tags. C'est beaucoup plus lourd quand il passe au tribunal. Voilà. Je sais qu'on pourrait croire que c'est rien, que ça sert à rien. Si, finalement, ça sert à quelque chose, parce que voilà, c'est déjà arrivé, et c'est arrivé dernièrement, effectivement, qu'on puisse aussi arrêter des gens qui taguaient à l'île aux Cygnes la Statue de la Liberté. Voilà, j'en ai fini pour les chiffres. Je pense que je vous en ai donné beaucoup. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est que on laisse la parole au conseiller de quartier à la salle et que je réponde à vos questions sur les divers sujets de l'espace public, que ce soit de la propreté ou de la voirie. Merci Jean-Yves. Je vais laisser les conseillers de quartier peut-être poser des questions si vous en avez, avant de passer la parole à la salle. Oui, monsieur. Oui. Excusez-moi, lorsque vous dites on ramasse, on fait ci, on fait ça, c'est avec des entreprises aussi, avec Pizzorno et autres structures. Alors, il y a des entreprises privées. La collecte dans le 15e, qui a lieu de 16h, enfin de 15h30 aujourd'hui à 23h, est faite effectivement par une entreprise privée qui s'appelle Pizzorno. Donc sur la collecte uniquement des bacs jaunes et verts. La collecte du verre, c'est la société Sepur. C'est une autre société effectivement d'environnement. Et on a en apport pour les grosses laveuses et grosses aspiratrices, parce que c'est des engins spéciaux, la société Urbacer. De temps en temps, quand on manque, et notamment pour la collecte des encombrants, on fait aussi appel à la société de Richebourg. Donc effectivement, il y a un volant de sociétés privées, mais en ce qui concerne les encombrants, le balayage et le nettoyage des rues, c'est principalement à 90% les services de la ville. Merci. Ah, et Corrigan, alors c'est plus Corrigan maintenant en tout cas nous on n'est plus sur le marché Corrigan, c'est la mission. Ah, ça c'est la mission. Ah oui, ça c'est la mission. Ah oui, alors on est encore sur autre chose parce qu'avant Corrigan s'occupait de nos tags, mais voilà, la mission à la rue.
On a une fois par semaine une mission Personne à la rue qui est menée par notre cellule technique Personne à la rue, qui est une nouvelle équipe qui a été nommée au sein des divisions territoriales de l'APM. Et donc on est assisté par un sous-traitant, Corrigan, qui a le marché, je crois, sur tout Paris. Parce que sur le 18e, c'était déjà eux, donc j'imagine qu'il n'y a pas de division nord-sud, contrairement à beaucoup d'autres marchés. Donc c'est la société Corrigan. Donc c'est quoi? C'est les plus grosses implantations de personnes à la rue qui peuvent être gênantes, qui nous sont désignées en cellule de veille sociale. Une cellule de veille sociale qui regroupe tous les intervenants en voie publique, qui a lieu une fois par mois, je crois. Une fois, au moins une fois par mois. Et on désigne toutes les plus grosses implantations, les plus gênantes, et on les met sur le circuit qui a lieu ou le mercredi, en alternance le mercredi et le jeudi. Une semaine le mercredi, une semaine le jeudi. Donc ça, c'est sur tous les arrondissements de Paris. Il y a certains arrondissements qui sont un peu mieux dotés au niveau de cette tournée, mais parce qu'ils ont plus de problèmes. Vous avez une tournée par semaine, et donc avec une équipe de l'APM, pour faire de la médiation, on va dire médiation ferme, pour déplacer les gens pendant qu'on nettoie au maximum. On appelle ça un nettoyage de chambre en termes professionnels. Parce qu'on ne peut pas faire de saisie, hein, voilà, sinon après prendre les effets personnels, ça s'appelle de la saisie, donc on ne peut pas aller jusque là, et on ne touche pas non plus aux tentes. Là j'empiète un peu sur mon sujet, mais excusez-moi, hein. On ne touche pas aux tentes à moins qu'elles soient vraiment abandonnées, signalées abandonnées dans un état insalubre, clairement insalubre, ou qu'on ait mis un certain nombre de fiches de passage, parce qu'on fait aussi de nombreux passages, et qu'il soit acté qu'elle est abandonnée. Normalement, ça se fait en CVS, ça aussi. Mais donc, on peut toucher à une tente uniquement dans ces cas-là. Et au-delà de 3 tentes, c'est un campement. On n'y touche pas. C'est en centrale. C'est l'UASA. Je vais juste vous demander de prendre un micro, si vous voulez bien, parce que comme c'est enregistré... Oui, c'est ça. Vous avez abordé la question. Le boulevard de Stalingrad et le boulevard... Barbès, effectivement, tout le dessus. Ah oui, là, vous êtes sur le 18e. Oui. Voilà, vous parlez d'un point. J'ai passé 13 ans sur le 18e. Voilà, donc là, vous connaissez bien le sujet. Vous êtes sur un connaisseur. La différence entre la centrale et le 15e, évidemment, c'est une différence importante, je présume, pour gérer les tentes, comme vous dites. C'est essentiellement ça, oui. Donc les tentes, c'est la centrale. Si vous parlez... Ouais, voilà. Allez-y, monsieur Dodon, vous connaissez le sujet mieux que moi. Il y a aussi les implantations migrants. Il n'y a pas que les tentes. Si vous parlez du 18e, il y a des camps de migrants et des camps d'usagers de drogue. Mais vous n'avez pas ça. On a la chance d'être dans le 15e. Donc la centrale reprend au-delà de 3 tentes. Il y avait une autre question tout à l'heure, une main qui s'était levée dans les conseillers de quartier. Pardon. Et je vous laisse prendre le micro qui est juste là. Et lors de la préparation de conseil, on a parlé et on a signalé que maintenant, dans les encombrants, ils peuvent venir aussi dans les appartements, par exemple, pour chercher des frigos. Je voudrais savoir si c'est vraiment ça. Et si c'est ça, c'est bien que tout le monde le sache. Écoutez, si on veut venir dans les... Alors déjà, imaginez déjà qu'on a du mal à récupérer tout dans le sol. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais non, j'ai pas de... Quelqu'un a signalé ça? Ah, mais en fait, dans un monde idéal, sûrement, mais en tout cas... Je crois que vous confondez avec la problématique des punaises de lit. Non. En fait, sur le site internet, je confirme ce que dit madame. Oui, mais c'est des internet, associations. Effectivement, on fait appel à des associations. Oui. Mais ça passe par la même page web. Alors, c'est autre chose. C'est effectivement, la ville de Paris s'est engagée avec des associations dites de ressourcerie, type Emmaüs et consorts. Et donc, effectivement, pour aider les gens, plutôt que... Parce que vous savez que si vous déposez votre frigo dans la rue, l'avantage, c'est que j'ai des aides involontaires. Vous avez déjà vu les camions de Rome qui tournent. Bon, le frigo, le cumulus, etc., tout ce qui est ferraille et tout ce qui est revendable, effectivement, ça part très vite. Donc, les ressourceries n'ont pas le temps de les récupérer dans la rue. Donc, effectivement, ils ont opté pour la solution de venir le prendre chez vous. Mais c'est effectivement, là, les associations, il faut se mettre en rapport avec les associations qui sont ciblées sur le site de la ville. Aucun agent de la ville ne viendra prendre votre frigo chez vous, ça c'est sûr.
Je vous laisse continuer. Sur les encombrants, je voulais rajouter un témoignage. Effectivement, en fait, quand on prend un rendez-vous, souvent, on a un créneau quand est-ce qu'il faut poser l'encombrant, et le lendemain, il est relevé. On a même un retour par mail pour dire ça c'est fait, pas fait, etc. Par contre, c'est sur la prise de rendez-vous. Souvent, on a des rendez-vous, il faut attendre parfois même 4-5 jours, en fait. Mais une fois le rendez-vous est pris, le service est fait rapidement. Alors, moi, j'avais même demandé à la ville, à un moment donné, de me bloquer les rendez-vous, ce qui n'a pas été possible de faire. Vous avez un volant de rendez-vous par jour. Une journée moyenne dans le 15e, c'est un bon 400 rendez-vous. Jour. Les grosses journées, c'est 700. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où ça coince. Donc, effectivement, c'est reporté à une date ultérieure. Donc, ça vous arrangeait de déposer vendredi, manque de peau. Tout vendredi est déjà plein, donc on va vous reporter à un autre jour. Soyons très honnêtes, vous faites au mieux de ce que vous pouvez faire, comme le font tous les gens, et je ne peux pas leur en vouloir. Voilà. Mais effectivement, sur les plateformes, ça bloque, et donc on vous êtes reporté. Mais avec le volume qu'on a, comme vous n'avez pas en face les moyens suffisants pour apurer, imaginez tout ce qui se rajoute. Voilà. Je rappelle encore une fois, plus de 85 000 rendez-vous du 1er janvier au 30 octobre, 31 octobre. Imaginez on va arriver à la fin de l'année où je pourrais avoir, entre les rendez-vous et le dépôt sauvage, quasiment, en fait, un dépôt par habitant du 15e. Donc c'est un boulot énorme. Quand il y a un encombrant sauvage, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment le signaler? Alors, l'encombrant sauvage, le meilleur des signalements, c'est l'application Dans ma rue. Parce que, en fait, voilà. L'avantage de l'application Dans ma rue, c'est qu'en plus, quand vous êtes à l'adresse, quand vous êtes géolocalisé, vous voyez si ça a déjà été signalé ou pas. Ça, tout est pris, ça arrive sur des listes. Là-dessus, il y a un back-office qui est fait, qui est du tonnerre. Mais c'est pareil, ça se rajoute, c'est le goulot. Voilà, c'est Saint-Arnoux, au moment du choix croisé, ça coince un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les conseils de quartier? Oui. Excusez-moi, vous parlez de bouchons. Au niveau de la déchetterie, c'est un peu la galère aussi quand on veut, en tant que particulier, déposer quelque chose. Il y a toujours un camion vert qui bloque au milieu ou qui décharge, bien sûr. C'est un peu étroit au niveau de la circulation. Non, c'est pas étroit, c'est fait exprès pour être en sécurité pour tout le monde. La difficulté, vous avez une seule voie de circulation, et heureusement qu'il n'y a qu'une seule voie de circulation, sinon ça serait des zigzags dans tous les sens, et c'est le meilleur moyen pour avoir un accident et quelqu'un qui bascule dans les bacs. Donc la difficulté, si vous voulez, c'est que le bac 1, c'est le carton, le bac 2, c'est un tel, voilà. Et effectivement, quand vous êtes derrière un véhicule de la ville, et moi, on a essayé de travailler avec les services de la ville pour qu'on puisse, mais dans ce cas-là, vous m'auriez posé la question en disant comment se fait-il que je ne puisse pas y aller? Il y a des horaires qui ne sont pas autorisés. Je voulais avoir des créneaux réservés justement aux véhicules de la ville. Imaginez, vous avez 3 sacs dans votre coffre. Eux, quand j'arrive à avoir des gros volumes, ils ont jusqu'à 10 mètres cubes dedans. Et donc, ils font bac par bac. Et donc, si vous êtes derrière, que vous devez aller au bac devant, eh ben, vous devez attendre qu'il passe, et effectivement, c'est long. Ça pose aussi un problème sur la file d'attente, d'ailleurs sur la voie publique. Vous avez vu qu'on a réaménagé ces derniers temps, et c'est un peu plus sécure. À une époque, je peux vous assurer que quand vous étiez sur la file, vous risquiez, valait mieux être en dehors de votre voiture, parce que vous aviez des camions qui passent, etc. Et c'était un peu chaud. Il n'y a pas d'idéal, au moins, ceci dit, elle a le bénéfice, c'est que vous l'avez proche. Parce que si on ne l'avait pas, il faudrait aller... la plus proche pour nous, c'est sous les Invalides. Et elle ne prend pas tout. Oui, mais elle ne prend pas tout sous les Invalides. Voilà. Et on a amélioré quand même pour les particuliers, puisqu'il faut savoir que depuis le 1er janvier de cette année, on a exclu l'intégralité des entreprises. Les entreprises qui avaient le droit de venir avec leur gravat, c'est-à-dire que les camionnettes qui étaient pleines à craquer, on les renvoie sur d'autres types de déchetteries parce que effectivement ça embolisait pas mal. Donc le gars qui vous disait, alors que tout était plein, non, je viens de changer, enfin je viens de refaire ma salle de bain, c'était un petit peu, en fait, il avait refait les salles de bain de tout l'immeuble, parce que, voilà. Et donc quand vous arrivez avec votre voiture, c'est un petit peu plus souple, mais voilà, un peu de patience derrière les agents de la ville. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Je vais juste vous laisser prendre un micro, s'il vous plaît. Pardon, merci. Guy Corville, j'habite au 98 rue de la Convention depuis 1972 et dans notre village du 15e arrondissement depuis 1945 à différentes adresses.
nous avons un problème récurrent avec un loueur et marchand de motos. Pendant 5 ans, il avait une petite boutique après la Poste, devant le 98 rue de la Convention, parallèle à l'entrée à sens unique de ce parking sur 2 niveaux. Et il prenait le trottoir comme laboratoire de photos pour photographier tous ces véhicules à la vente. Monsieur Samama est intervenu plusieurs fois et il a déménagé au premier sous-sol maintenant. Mais alors c'est de l'autre côté où il y a la sortie de ce parking de 2 niveaux sur la rue du Ranton, où nous n'avons aucune visibilité des voitures qui viennent de l'avenue Félix-Faure en sens unique vers la rue de Lourmel et des vélos qui viennent dans l'autre sens sur le couloir réservé aux vélos. Il a ces camionnettes qui déchargent, qui rechargent des motos sans arrêt. Pour tous les locataires de ces 2 niveaux de parking, c'est impossible. Il va y avoir un jour un accident. Je crois que c'est un problème entre le gestionnaire du parking et le locataire du parking. Pour régler ce problème, ce n'est pas un problème qui revient à la mairie, je ne crois pas. Alors, c'est déjà pas un problème de propreté, ça c'est clair. Parce qu'on est surtout, je m'attendais à une question de propreté. Là, ce qu'on peut regarder, c'est déjà regarder si effectivement on ne peut pas faire une amélioration de la visibilité aux sorties du parking. Après, s'il stationne sur des endroits autorisés, c'est difficile de l'interdire. Voilà, maintenant, on peut regarder la visibilité pour améliorer la sécurité routière à cet endroit-là. Les vélos avec le contresens cyclable ou pas de contresens cyclable, de toute façon, quand vous sortez, puis s'il y a une rampe, effectivement, vous avez un manquement de visibilité. Alors, il y a une chose qui est faite aujourd'hui et qui est... alors, la ville ne pose pas de miroir, ça c'est clair. La ville n'en pose pas parce que trop compliqué. En revanche, il y a certaines copropriétés qui aujourd'hui en sortie de parking posent des miroirs et ça permet de gagner en visibilité. Quand vous en avez un de chaque côté bien orienté, vous voyez ce qui arrive à gauche et à droite quand vous sortez, c'est parfait. Maintenant, sur le souci propre de ce monsieur qui est dans la copro, qui utilise... bon, il y a une problématique privée. Après, c'est un groupe d'HLM, d'ICF, la Sablière. Non, mais que ce soit quand je dis privé, monsieur, c'est pas que ce soit bailleur social ou pas. On n'est pas sur l'espace public, on est à l'intérieur. ICF est un bailleur qui a son statut juridique, même s'il est en relation avec la ville de Paris. Donc on peut regarder, mais on est sur de la problématique privée à l'intérieur d'un immeuble et d'un parking. Moi, je vous parle, ma partie à moi, c'est espace public, en dehors de l'immeuble et en dehors du parking. Merci. Alors, une deuxième question, si vous permettez. Elle a attrait à la propreté ou pas ? Non. C'est juste, dans ce cas-là, je pense que c'est pas que je veux vous couper la parole, mais comme en fait il y a un ordre du jour et il y a 2 choses. On parle de propreté d'abord, de voirie si vous voulez, et pour tout ce qui est problème police autre. Plutôt sécurité. Donc à ce moment-là, ce sera le deuxième sujet. Ce sera juste après. Donc ce que je vous propose, c'est de rester sur des questions liées à la propreté, puisque c'est le sujet sur lequel on était. On passera dans un deuxième temps au sujet de la sécurité. Alors oui, monsieur, au deuxième rang. Oui, je roule beaucoup en vélo. Et donc, le problème pour les vélos, c'est les aménagements de voirie. Donc, quand il y a des trous et des choses comme ça, on fait des espèces de verrues et je vois la rue de la Convention, surtout moi, je passe souvent rue de la Convention. Et avant, il y avait des trous et maintenant, il y a des bosses. Et souvent, d'ailleurs, ces revêtements, ces espèces de travaux qu'ils font, en fait, ça ne dure pas longtemps. Ça bientôt dans des trous. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un trou énorme en vélo. C'est très, très... Bon, voilà. Je demande est-ce qu'on ne peut pas traiter les pistes cyclables ou tout au moins les couloirs de bus d'une manière un peu particulière pour tenir compte de la sécurité des vélos. Alors, voilà. Et j'ai une deuxième question qui est liée à la filière de la... On parle d'encombrants. J'aimerais savoir si la ville de Paris a une politique de traitement et de réutilisation de toutes ces armoires ou autres... On pourrait très bien refaire, comme le fait certaines villes, refaire
des magasins qui refont de nouveaux objets à partir de tout ça. Donc il y a une mine extraordinaire. Voilà. Alors, je vais commencer par le deuxième. Donc, c'est tout ce qui est ressourcerie. Oui, il y a les filières. Les filières de récupération et de recyclage, vous avez tout derrière. Je vais casser le cou à une idée reçue et qui se balade pas mal sur Internet, à savoir que non, en fait, ils mettent tout dans la benne et tout part à l'incinération, etc. Alors, oui, de temps en temps, vous avez des bacs jaunes parce qu'on a un gros souci, et c'est pas que sur le 15e. C'est des gens qui viennent fouiller dans les bacs et qui mélangent tout. Et à partir du moment où vous avez un bac de recyclage qui est souillé, effectivement, il y a un scotch qui est dessus et qui est ramassé par la benne classique. Mais tout ce qui est encombrant... Alors, après, je vous renvoie aux balades de rue qu'on peut tous faire. Il y a armoire et armoire. Quand l'armoire, elle est posée et qu'elle est impec, qu'elle est à repatiner ou qu'il y a 2-3 bricoles à faire dessus, oui, c'est jouable. Et là, les ressourceries jouent pleinement leur rôle. Quand le truc il est complètement démonté et que c'est du meuble Ikea et que vous allez remettre une vis et que ça va péter dans tous les sens, ça marche plus. Donc là, il y a une autre filière de récupération, de broyat, et ça redevient autre chose. Vos vêtements qui sont recyclés, pour une bonne part, vous les retrouvez dans le matériel d'isolation que vous avez dans vous savez, les gros pins qu'on met sur les immeubles en ce moment pour isoler. Donc il y a ces filières-là. On va en venir maintenant à l'entretien des voies et des pistes cyclables. Moi, je vais parler de l'entretien des voies au sens large du terme et pas que des pistes cyclables parce que c'est pour tout le monde. Les nids de poules, il y en a une en pagaille. Je vais vous donner juste un chiffre. 1,5 million, c'est le budget que me donne la ville de Paris pour l'entretien des 150 km de voies de circulation et 300 km de trottoirs. Le coût de voirie d'un entretien classique quand on refait une rue, c'est 100 000 € par mètre linéaire. Voilà. Les coûts de voirie ont explosé parce que c'est pas juste l'asphalte. Alors ce que vous me parlez, c'est que on met ce qu'on appelle de l'enrobé à froid dans les nids de poules quand en plus on peut le faire. Et il y a un nouveau système qui est un projeté. Alors de temps en temps, effectivement, il y en a de trop, ça fait une bosse, je suis d'accord avec vous. Et la rue de la Convention, elle est catastrophique. La rue de la Convention, je vais vous dire pourquoi elle est parfaite aujourd'hui. Parce que la ville de Paris, quand il a été question de la refaire, la ville de Paris a dit si on la refait, c'est la rue d'Alésia. Le maire du 15e refuse, et moi aussi, et tous les élus du 15e refusent que la rue de la Convention devienne la rue d'Alésia. C'est-à-dire une rue en sens unique. Allez donc voir rue d'Alésia. Tous les commerces ferment les uns après les autres. Voilà. Pour l'instant, donc si elle est parfaite et si elle est dans cet état-là, sans compter en plus les gros travaux CPCU, parce qu'on a eu d'énormes fuites ces derniers temps, vous avez été dans un secteur, vous avez eu cet été encore des travaux, ils ont changé toute la canalisation. J'espère qu'on sera tranquille pour les 25 ans à venir. Mais avec CPCU, c'est loin d'autre chose. Mais effectivement, oui, vous avez des voies qui ont été refaites complètement, parfaitement, mais ce n'est pas le cas de tous. On ne peut pas traiter juste le couloir de bus et pas l'autre voie. On ne peut pas gratter simplement, puisque quand vous refaites un enrobé, c'est vous venez tout gratter et vous remettez tout à lisse. C'est la sécurité pour tout le monde. Il y a des rues qui ont été refaites sur l'avenue Émile Zola, par tronçon, etc. Vous voyez, mais même l'avenue Émile Zola, on était obligé de la faire en plusieurs portions parce qu'on n'avait pas le budget complet. Mais je suis d'accord avec vous. On a des nids de poules, on n'a pas le... On met pas les sous suffisants pour entretenir, c'est comme chez vous. Si vous n'entretenez pas régulièrement, c'est dans un état après déplorable. Et après, on se retrouve avec des montants catastrophiques parce qu'on est obligé de tout refaire. Mais on fait quand même très très attention et quand c'est très très dégradé, mode Piquet, on a quand même réussi à ce que la mairie centrale ne fasse pas son projet et on a pu avoir quand même un macadam qui est propre. Et si vous allez à la mode Piquet en vélo, vous verrez que le macadam est quand même propre. Maintenant, ça circule beaucoup et effectivement, je pense que dans 2 ans, vous aurez de nouveau des nids de poules et des trous. Merci beaucoup. On va prendre 2 dernières questions de 2 personnes qui avaient levé la main tout à l'heure. Oui, monsieur. Je vais juste vous demander de prendre le micro. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Xavier Lacor, j'habite la Tour Orphée. Et vous parliez de propreté tout à l'heure. La Tour Orphée est un lieu de drogue. L'appartement 123, à côté de chez moi, il y a des drogués. L'un des gardiens de jour s'y rend régulièrement, Djihad. C'est absolument scandaleux et inacceptable pour moi. Je ne me suis pas présenté, je suis un ancien prof d'histoire-géographie. Je suis guide conférencier et psychanalyste. Merci je continue, je n'ai pas terminé. Donc la drogue est présente dans le 15e arrondissement, particulièrement Tour Orphée. Je continue en changeant un petit peu de sujet. Je suis très sensible à la culture,
Et place de la laïcité, il y a un local où on peut entreposer des livres. Je pense que ce local est trop petit. Il faudrait que le maire du 15e arrondissement autorise peut-être une petite cabane en bois permettant de ne pas avoir d'eau qui salit le quartier. Et je me propose pour de temps à autre jeter un œil sur le bon fonctionnement de ce local. Donc c'est place de la laïcité entre Europe 1 et puis le parc André Citroën. Donc le local est, on va dire, charmant. J'y suis allé tout à l'heure, j'ai pris des photos, c'est hyper tagué de partout. Il y avait un SDF qui était en train de glandouiller et d'attendre je ne sais pas trop quoi. Donc je demande, par votre intermédiaire, Monsieur Pinet, de demander au maire l'autorisation qu'il fasse quelque chose pour améliorer, on va dire, le bon fonctionnement de ce local. Alors, ça tombe bien parce que je ne vais pas parler particulièrement du local, mais toute cette place va être refaite et recalibrée. Il y a un projet, notamment un gros projet de skatepark qui était grosse demande qui a été faite au maire du 15e. Donc il faudra intégrer effectivement cette boutique de livres, enfin cette cabane à livres effectivement dans le projet. J'en ferai part, mais effectivement tout ça va être totalement rénové parce que je suis d'accord avec vous. Vous savez, on nettoie les tags, ils reviennent automatiquement. Il y a un moment donné là-bas, et comme en fait il y a assez peu de monde qui y passe, donc en fait vous y allez le soir, vous avez les mecs le matin, les agents ramassent tout un tas de canettes et autres déchets. Je vais vous dire une chose, je milite au parti Les Républicains et le président M. Macron me connaît particulièrement bien. Ah bah écoutez, j'en ferai part au président alors. C'est pas une blague. Non mais c'est pas une blague non plus. Donc. Alors j'avais juste monsieur qui avait levé la main et puis il y avait madame en dernier, exactement. On prendra et puis après je laisserai mon collègue à la police municipale pour le deuxième sujet. Je vais peut-être revenir sur la voirie et là je vais parler en tant que piéton parce qu'on est tous piétons à un moment ou à un autre. On est surtout des piétons. Voilà. Et l'état des trottoirs dans certains secteurs du 15e est très critique. Alors on ne s'en rend pas forcément compte quand on a toute sa mobilité. Mais quand on a des problèmes pour marcher, quand on vient d'être opéré, quand on a des cannes, il suffit qu'il y ait des petites bosses pour qu'on trébuche très facilement. Et j'attire tout particulièrement l'attention sur la rue Ballard, sur la rue des Cévennes, sur tout ce secteur-là qui est un champ de bosses. Et alors, je connais ce secteur-là, je connais probablement moins d'autres secteurs où c'est peut-être tout aussi présent. Sur Ballard, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de bosses à cause des racines. Par rapport aux bulles de gaz qu'on peut avoir de temps en temps, effectivement. Mais voilà. Mais je vous donnerai une réponse. Vous allez voir. Je vous donnerai la réponse sur Ballard. Je ne connais pas la cause, mais en tout cas, je connais le résultat. Et le résultat, c'est que quand on... Et je l'ai vécu avec mon fils qui venait d'être opéré. Quand on doit marcher, c'est juste un enfer et on se fait très mal. Alors, quelles peuvent être les solutions par rapport à ce point que vous connaissez bien ? Eh bien, tout simplement que le budget d'entretien des trottoirs, mais comme des voies, soit à la hauteur des enjeux. Et alors, ça tombe bien que vous parliez de la rue Ballard, parce que j'ai été, c'était quoi, il y a un an, je crois, je ne sais plus, on avait réussi à faire programmer la rue Ballard, la voie de circulation et trottoir en réfection totale. Sur Ballard, principalement. Sur Cévennes, c'est un petit peu différent parce que sur Cévennes, en fait, il y a deux types on va dire de bulles. Vous avez les racines des arbres parce que en dessous ça pousse effectivement, et sur Ballard, c'est principalement les arbres. Donc il faut revoir le revêtement, on peut pas non plus complètement abîmer les racines. En revanche, en dessous, il faut savoir que ça vit. Il y a du gaz qui sort en dessous. Et il suffit qu'il fasse un peu chaud, le macadam est un peu chaud, et donc le gaz, quand il remonte, fait des bulles. Mais là, c'est la vraie bosse. Là, la vraie bosse, normalement, on appelle la brigade, mais là aussi, c'est pareil. Ils ont tout mutualisé. À une époque, on avait des cantonniers. On avait 5 cantonniers pour le 15e. On les appelait sur un coin. Ils venaient. Parce que cette bulle-là, vous tapez avec une grande masse, paf, le macadam s'écrase, et puis c'est beaucoup plus simple. Quand on a fait Ballard, on me programme les 2 voiries complètes. La mairie centrale est revenue sur le budget. J'avais plus que la voie de circulation. Exit les trottoirs. Passé s'inédier, ça sera pour 2026 après les élections. Total de la manip, je ne suis pas content parce qu'on a privilégié effectivement la voie de circulation aux piétons. Ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs sur la rue de la Croix-Nivert, si vous allez voir les travaux qui sortent, on a élargi les trottoirs qui faisaient 80 cm quand on partait de Cambronne, ils font aujourd'hui 3 mètres. Mais c'est 6,5 millions la rue de la Croix-Nivert.
J'ai 1,5 million d'entretien pour toutes les voies du 15e. Juste le ratio. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et tant qu'on n'aura pas des budgets conséquents pour entretenir correctement les voies, on aura toutes ces catastrophes. Parce que vous parlez des bulles, il y a aussi tous les trous, les affaissements que vous pouvez avoir. Là, vous longez, vous continuez Félix Faure, c'est une catastrophe. Voilà. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Ouais, alors le temps madame qui avait levé le doigt. Voilà, on va prendre le temps file, on va prendre juste les deux dernières questions et puis on va passer au deuxième sujet. Je vous en prie. Au niveau du 24, et il y a plein de trous là. Et voilà, ça avait été rebouché quand M. Goujon était passé, quand il y avait eu un conseil de quartier, donc ça avait été rebouché pour lui, il avait remarqué, hein, on avait plaisanté là-dessus. Et ça va rester comme ça ou vous allez repasser? Non. Attends, on va juste prendre la dernière question avant ta réponse. Allez-y. Alors, moi, c'est une question d'ordre général. Quand vous avez parlé des arbres, en fait, ça m'a fait penser à une question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement comment a lieu l'élagage des arbres? Et on voit dans certains endroits, justement, je pense à la rue Ballard, pas trop loin de là où nous habitons, il y a des arbres qui sont très très hauts et quasiment collés à un immeuble, à des fenêtres qui sont là. Et donc, voilà, je voulais savoir comment ça fonctionnait. On parle de Modigliani, je parle de l'élagage des arbres après. Alors, Modigliani, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a un partage de voies. Il y a un partage de voies entre RIVP, Paris Habitat et la ville. Je vous rappelle, il y a quelques années, à côté de la fontaine, il y avait un candélabre qui n'avait plus de lumière. Personne ne voulait changer l'ampoule parce que ce candélabre, c'était un vide juridique, c'est-à-dire qu'au pied du candélabre, personne n'était propriétaire du pied. Et on avait quand même fini par changer le... Donc, c'est un petit peu mis en suspens en ce moment parce qu'il y a un projet de travaux de Paris Habitat, c'est ça? Non, alors ça, je ne vous parle pas de celui-là parce que Paris Habitat sera obligé de... Il y a un énorme projet parce que, comme ça je vous l'annonce pendant que vous êtes là, modification. Le petit bout de Vasco de Gama là-bas, oui. Entre Lourmel et Félix Faure. Oui. Dans peu de temps, vous allez voir des énormes travaux de la RATP. Wow. Et donc on va piétoniser ce petit bout de rue. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'ouvrir une nouvelle station, enfin un nouvel escalier pour aller à la station avec l'arrivée des nouveaux métros. Les nouveaux métros sont plus grands, prennent 20% de passagers en plus et les deux sorties actuellement de Lourmel ne permettent pas l'évacuation en cas de danger de 2 rames dans les temps impartis, etc. Donc il manque une ouverture. Ils ont mis leur dévolu ici. Vous avez la même chose à Pernetti d'ailleurs. Les travaux vont être gigantesques. Voilà. Et comme ils plantaient leur entrée en plein milieu de la rue, qu'on supprimait tout le stationnement, qu'on supprimait tout, il a été décidé effectivement de piétoniser cette rue et d'avoir un projet de réflexion qui parte de Félix Faure, Modigliani, Jonquine, voilà, il y a tout un tas de choses de manière à avoir aussi peut-être un autre revêtement, d'éviter les trous et de faire quelque chose d'un petit peu plus agréable. Ok, mais là, il y a quand même quelque chose qui se fera ou On rien? regardera suivant le danger, mais c'est des gros trous. Mais oui, dans notre immeuble, on a une dame qui est quasiment non-voyante, je ne sais pas comment elle fait. Voilà. Et on est bien sur la partie Paris Habitat, c'est ça? Non, on est sur la partie RIVP, là. Ah ben, on va voir avec les RIVP, alors on va essayer de leur... Oui, mais j'ai discuté avec la RIVP et il y a le petit passage, le petit tunnel, là. Okay. Il est dégoûtant. Bon, quand on est revenu de vacances cet été, j'ai dit, waouh, il a été nettoyé au mois d'août. Okay. Mais ça va être une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est dégoûtant. Voilà. Vous savez, en ce moment, avec RIVP et Paris Habitat, j'ai plus un souci de dépôt sauvage au niveau du 132, 128, etc., où c'est une catastrophe et où les gens, parce qu'il n'y a plus les vides ordures, préfèrent jeter partout, n'importe où, etc. J'ai des images qui m'arrivent tous les 2 jours en ce moment. Là, ça va un peu mieux. Merci aussi à la police municipale du travail qu'elle fait. Et là, il y a un sommier dans le parking. Je ne sais pas pourquoi. C'était plus compliqué de le descendre dans le parking. Peut-être que bientôt du parking, il va sortir sur la voie publique, vous inquiétez pas. Oui, mais c'est nous qui allons payer parce que la RIVP va faire un bon pour demander à une société privée de passer. Bon, mais on regardera l'allée puis on verra ce qu'on peut faire auprès de la RATP. Allez, rapidement, l'élagage, et puis je laisse la parole. Alors, l'élagage, c'est le service de l'arbre. On n'élague pas n'importe quand. Voilà, il y a des moments dans l'année où on peut élaguer et d'autres pas, puisque si vous élaguez au mauvais moment, l'arbre... voilà. Le souci, encore une fois, c'est que quand vous avez une équipe pour le 15e de 2 bûcherons, en ce moment, ils élaguent avenue Émile Zola. Le problème, c'est que le programme d'élagage aussi, avec le nombre d'arbres, et plus on plante des arbres, plus demain on aura un problème d'élagage. C'est-à-dire qu'il faut aussi augmenter les équipes.
Je vous rappelle, souvenez-vous, la tempête où on a eu 105 points exactement de casse d'arbres. Vous avez vu combien de temps c'est resté au sol, etc. Les équipes de bûcherons, si vous voulez. Là, j'ai une équipe pleine et entière. Donc, il y a 2 bûcherons. Donc, quand je parle de bûcherons, c'est ceux à la tronçonneuse. Et les autres, parce que tout est broyé, enfin, là, en fonction des branches, etc. Ils sont sur l'avenue Émile Zola. Mais avec le nombre d'arbres qu'il y a, et puis ça pousse, etc. Donc, c'est pas simple. Sur Ballard, je ne sais pas, mais voilà, parce que Ballard, ça avait été fait il y a quelques années, notamment à la demande d'ailleurs de la police, parce que c'était avec les arbres qui sont feuillus, vous avez tous les pigeons qui... voilà. Ouais, puis bon, il y a des histoires de caméras, mais on peut regarder. Mais là aussi, c'est encore une question de moyens qu'on veut se donner. C'est bien de planter des arbres partout, d'en planter encore plus, parce que ça permettra effectivement... Non, si, au moment de grosses températures, ça permettra effectivement de baisser la température et d'avoir des îlots. Mais de l'autre côté, il faut entretenir, parce que voilà, on n'est pas dans une forêt qui va s'autogérer toute seule. Et voilà, et quand ça arrive dans la fenêtre des gens... Chez moi, ils ont coupé complètement rue de la montagne de l'Espagne. C'est catastrophique comment ils ont coupé les arbres. Maintenant, ils poussent n'importe comment. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de pousser n'importe comment, madame. Il faut les couper comme ça aussi, malheureusement. Avant, ça a été bien coupé, très joli. Maintenant, ça a l'air vraiment pas joli. Alors, je leur dirai la prochaine fois que je les vois que vous n'êtes pas contente de la montagne de l'Espéro. Un grand merci à tous. Je vous laisse en compagnie de mon éminent collègue Anthony Samama et de la police municipale. Bonne soirée à tous. Merci. Et bien justement, on va donc passer au deuxième sujet, le sujet de la sécurité. Et je vais laisser la parole à Monsieur Tempier, donc chef de la division du 15e de la police municipale. Donc bonsoir à tous. Donc, je suis le nouveau directeur de la division territoriale 15e de la police municipale. Donc, je suis arrivé comme adjoint du 18e au mois de juin. Dans le cadre de la territorialisation, j'ai été nommé par M. Samama et Mme la chef de cabinet du maire du 18. Et après, j'ai postulé pour le poste donc, de directeur de la direction territoriale du 15e. Et là, c'est Monsieur le maire, toujours dans le cadre de la territorialisation, qui m'a nommé donc directeur de la division territoriale 15e de la police municipale. Donc j'ai passé 13 ans avant sur le 18e, donc j'ai quand même une certaine expérience du sujet, même si notre police municipale est encore jeune. Elle a été créée en 2021. Donc en 2021, on a tout l'effectif de l'ancienne direction. Pour que ce soit une vraie police municipale, tout le monde est reparti en formation. La ville de Paris a créé une école des métiers de la sécurité et de la prévention. Et on est tous repartis, comme le prévoit le Code de la sécurité intérieure, on est tous repartis en formation. Alors ça va de 6 mois à 11 mois de formation, aussi bien à l'EMSP qu'au CNFPT, qui est le centre de formation des collectivités territoriales, qui est à Pantin pour ma part. Je suis parti 11 mois là-bas. Et mon collègue a fait 6 mois à l'EMSP en sanctionnant un projet de service à la fin. Donc voilà, on ne passe pas policier municipal comme ça en un claquement de doigts. Il y a toute une formation derrière, entre autres juridique, pratique. Et mon collègue a rédigé un projet de service et moi un mémoire. Voilà, donc après des années de service. Donc on s'est tous remis en question pour créer cette nouvelle police municipale qui va avoir 4 ans en 2026. Voilà. Alors la division territoriale du 15e, c'est une très belle division qui compte 185 effectifs au total, entièrement sous mon autorité. Alors c'est pas 185 c'est pas totalement 185 effectifs sur l'espace public. C'est bien sûr 16 collaborateurs qui sont chefs de service de police municipale, dont Patrice, dont mon collaborateur Patrice Cobon, qui en l'occurrence est référent de votre quartier. C'est 71 gardiens de police municipale qui sont tous à PJA, agents de police judiciaire adjoints. C'est donc 71 purs PM, quoi, gardiens de police municipale. C'est aussi, et pour vous, une très belle brigade aussi d'espace vert, c'est 75 agents d'accueil et de surveillance. Alors les agents d'accueil et de surveillance, c'est des agents chargés d'un service de police qui peuvent aussi verbaliser, mais uniquement sur la lutte contre les incivilités. Et donc c'est 6 brigades différentes, donc 4 brigades d'espace vert de surveillance, d'agents d'accueil et de surveillance, une brigade mairie, parce qu'on fait aussi de la surveillance bâtimentaire, donc la brigade de la mairie qui surveille la mairie du 15, et une belle brigade de 11 médiateurs qui est beaucoup sur votre quartier. Là, on a les statistiques et vous êtes majoritairement servi par la brigade de médiateurs, mais aussi par la PM, hein, bien sûr.
Sinon, la PMP, donc une PM, c'est aussi une convention de coordination qui est rédigée avec la préfecture de police, qui est obligatoire pour toute police municipale. Ça définit la doctrine et les missions. Donc la doctrine, voilà, c'est une doctrine, c'est une police de proximité, une police du quotidien, qui a été choisie par les Parisiens et par la maire de Paris. Alors nos grandes missions, c'est d'ailleurs d'abord travailler avec tous les partenaires espaces publics de l'arrondissement, toutes les autres directions. C'est se projeter dans une police, comme je le disais, de proximité sur tous les arrondissements. Donc c'est 17, alors sur un point de vue plus général, c'est 17 divisions de police municipale sur l'ensemble du territoire parisien. C'est une projection de 7h à minuit pour les divisions territoriales. Et au-delà de ces horaires-là, vous avez des unités d'appui. Vous avez plusieurs unités d'appui sur des compétences et des usages différents. Vous pouvez avoir une unité cynophile, une unité moto. Donc cynophile, c'est les chiens. Hein. On s'en sert en appui, d'ailleurs beaucoup sur votre secteur. J'y reviendrai après, mais il y a un point sur votre secteur où on utilise pas mal, même plusieurs, où on utilise pas mal l'unité cynophile, en renfort, en appui, on va dire en dissuasion. Hein. Voilà. Parce que c'est très dissuasif, une unité cynophile est très utile dans le domaine plus sécuritaire, on va dire. Et on a une unité moto, une division d'appui nuit qui travaille ou de 21h à 6h ou de 22h à 7h, qui est avec un gros effectif, une division d'appui soirée, une division d'appui jour. Enfin voilà, il n'y a pas que les divisions territoriales. Il y a, comme dans la police nationale d'ailleurs, il y a des divisions d'appui qui viennent compléter et qu'on peut appeler en renfort. Même dans la surveillance, maintenant il y a une unité une équipe parisienne d'accueil et de surveillance. Et même dans la médiation, vous avez l'EPM, l'équipe parisienne de médiation. Donc voilà, dans tous les domaines, il y a des unités d'appui. Il y a des choix qui sont faits de pas uniquement mettre le personnel sur l'arrondissement, mais aussi de projeter le personnel en appui sur l'ensemble du territoire parisien quand on a besoin d'eux et sur les horaires où nous ne sommes pas présents. Alors nos grosses missions, c'est bien sûr aussi les marchés. En particulier sur votre secteur, c'est le marché Saint-Charles, où sur les 6 derniers mois, par exemple, on a 63 programmations, pour vous donner une idée, sur le marché Saint-Charles. Donc c'est une priorité pour nous. Hein. Les manifestations à caractère festif. Ici, dernièrement, on a fait le défilé, vous nous avez peut-être vu, mais le défilé d'enfants d'Halloween sur la rue Saint-Charles, on était présents. J'avais programmé les vététistes pour vous donner un exemple. Le renfort sur le parc de l'Étrange, là, c'est dans des conditions moins sympathiques parce que c'était, on va dire, une situation de rixe et de tir de mortier. C'était la semaine dernière, c'était jeudi ou vendredi soir. On est venu en renfort de la police nationale sur des tirs de mortier et on va dire des mouvements de foule, enfin des mouvements de jeunes. Donc bien sûr le stationnement gênant ou abusif, la régulation des déplacements en général, comme le sujet qu'abordait monsieur, hein, le stationnement gênant, la régulation des déplacements, avec des opérations de contrôle qui sont régulièrement mises en place. Et on est équipé aussi de cinémomètres. Donc c'est quoi un cinémomètre? C'est un pistolet radar. Là vous êtes particulièrement concerné parce que vous avez quelque chose qui s'appelle... bon, c'est pas une grosse problématique de sécurité, mais vous avez quelque chose qui s'appelle le tunnel Ballard, qui est limité maintenant à 30 km/h. Oui. Donc la semaine dernière, par exemple, on a fait trois rétentions de permis de conduire sur le tunnel Ballard pour vous donner un peu un exemple. Parce que au-delà de 30 km/h de dépassement, avec une marge quand même prise en compte, on part sur une rétention de permis de conduire. Voilà. Et donc il arrive qu'on mette des opérations cinémomètres en place sur le tunnel Ballard. Et aussi des opérations sonomètres. Alors sonomètres, c'est plus particulièrement vers les 2 roues motorisées ou les scooters qui sont en pot libéré, donc au-delà du débit sonore toléré qui est inscrit sur la carte grise. Donc pareil, on se met en place. Alors un peu moins sur votre secteur, les dernières ça a été plutôt sur la porte de Versailles. Et là par contre on n'a pas de sonomètre interne à la DT, on fait appel aux motards qui viennent avec leur sonomètre et nous on fait tout ce qui est régulation du déplacement autour. Et là il faut un point de stationnement pour les motos et donc là on verbalise aussi sur les nuisances sonores générées par les 2 roues motorisées qui trafiquent leur pot d'échappement. Voilà. Est-ce la PM qui gère l'opération de sécurité
Attendez, on va juste les questions, on les fera après, je finis, et après moment des questions. on passe à la phase question. Après, dans cette convention, ça définit toutes nos missions, mais ça définit aussi les choses qu'on ne peut pas faire. Donc c'est par exemple, ça reste du domaine de la police nationale, donc c'est parce que la police nationale a le champ complet, hein, bien sûr. C'est la répression et l'usage du trafic la consommation et le trafic de stupéfiants. C'est la répression des crimes et délits, et c'est le maintien de l'ordre. Donc, la répression des crimes et délits, je mets un bémol. Hein. Bien sûr, dans le cadre de l'article 73, c'est-à-dire en cas de flagrant délit, nous sommes en uniforme sur l'espace public. On est armé d'une certaine façon. Enfin, il y a des choix qui ont été faits au niveau de la doctrine, au niveau de l'armement. Je pense que vous savez qu'on n'a pas d'armes létales, hein, la police municipale parisienne. Mais par contre, on a des extincteurs lacrymogènes, comme mon collègue, et des bâtons à poignée latérale de défense ou fixes. On est formé, hein, sur cet armement, on est tenu à des formations régulières. Même si ce n'est pas des armes létales, ça demande quand même un entraînement et une maîtrise. Et on est tenu toujours par le Code de la sécurité intérieure à une formation très régulière. Donc, bien sûr, on est en uniforme sur l'espace public et en cas de flagrant délit, bien évidemment, on va intervenir sur un délit. Et donc, dans le cadre de nos attributions à PJA, agent de police judiciaire adjoint, on maintient sur place, on fait appel dans des délais courts à un officier de police judiciaire, on se met en contact avec un officier de police judiciaire et on conduit l'interpellé auprès de l'officier de police judiciaire qui fait donc la procédure, et nous on établit un rapport administratif en fonction de nos compétences. Voilà. Sinon, au niveau de votre secteur, les points d'attention, on a beaucoup d'opérations 360. Donc c'est des opérations où on met tout notre effectif sur le terrain, sur un temps donné, 2 heures approximatif. Donc aussi bien la PM que les agents d'accueil de surveillance, que les médiateurs, bon, pas mélangés, hein, sur des secteurs différents. Et on fait un maximum de visibilité pendant 2 heures. On se projette sur un secteur, sur un quartier bien défini. Et là, la semaine dernière, non, sur le mois, on en a fait 3 sur votre quartier. Après, c'est un quartier, donc le marché. On a plusieurs points d'attention. Bien sûr, le jardin André Citroën avec ma plus grosse brigade d'agents d'accueil et de surveillance. Après, c'est 16 effectifs qui sont sur l'ensemble du secteur du parc André Citroën. Voilà, qui sont projetés en surveillance sur ce parc et sur le secteur. Bien sûr, la PC, la petite ceinture. Et bien sûr, donc c'est là-dessus que je parlais pour les signaux, les nuisances générées par certains centres sportifs. Et on vient en appui de la DGS, même on reprend à notre niveau les fermetures de certains centres sportifs, enfin en particulier d'un centre sportif. Je pense que Anthony, enfin Monsieur Samama reviendra sur la question. Mais parce qu'on a une brigade de soirée, on a une des plus belles brigades de soirée de Paris, avec avec un très bel effectif, et qui intervient sur ces renforts de fermeture qui génèrent, cet espace sportif, bon en l'occurrence je vais le nommer, hein, le TEP Varay, qui génère pas mal de nuisances. Donc c'est nous qui avons repris la fermeture et le dimanche et même au quotidien. Parce que la DGS avait trop de difficultés vu les regroupements de jeunes, donc c'est nous qui reprenons la fermeture. Sinon, au niveau statistique, vous êtes très bien représentés, hein, au niveau du nombre de missions planifiées, donc sur tout l'arrondissement, vous représentez plus de 14% des missions planifiées par la DT15 sur l'arrondissement. Pour la tranquillité publique, on est encore au-dessus, à presque 17%. Voilà, donc vous êtes au total, on est à presque 16% sur l'ensemble des types de missions planifiées sur l'arrondissement. Vous êtes à 16% en pourcentage, donc c'est un quartier qui est très bien desservi. Et pour l'anecdote, j'ai vécu 2 ans rue Ballard dans ma jeunesse, donc je connais très bien votre secteur. En stationnement gênant, sur les 6 derniers mois, on est à 11%. 11%, presque 12% pour le total
enfin on appelle ça la régulation des déplacements. Hein. Donc il n'y a pas que le stationnement gênant, il y a les voies de bus, les sas vélos, la conduite en général, les deux roues motorisées sur trottoir, les pistes cyclables, les infractions liées aux véhicules, là c'est plus généraliste, les trottinettes, il y a même critères, parce que sur les alertes pollution, on met en place des contrôles sur les vignettes critères. Donc là on est à presque 12%, donc c'est pas mal. Et sur... c'est la lutte contre les incivilités. Bon, là, on pourrait faire mieux. Mais on est à 7%. Voilà. Donc là, ça va être les présentations irrégulières à la collecte. C'est peut-être positif, d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'il y a moins d'infractions sur votre arrondissement, enfin, sur votre secteur, sur votre quartier, que sur les autres quartiers du 15e. Étalage des terrasses, dépôt sur la voie publique et autres souillures, infractions liées à un chantier, dépôt lié à la vente à la sauvette. Donc ça va être essentiellement sur votre quartier, ça va être les vendeurs de fruits et légumes, hein, vendeurs à la sauvette, hein, notamment sur la place Convention. On fait des opérations. Ah oui, puis j'ai oublié de dire qu'on fait de nombreuses opérations conjointes avec la police nationale aussi, en moyenne 6 à 7 par semaine, sur des problématiques, on va dire, plus sensibles, où il y a besoin d'effectifs. On appelle ça la cellule d'études de traitement des doléances. Donc c'est des réunions qu'on a avec la police nationale et on définit des points d'attention. En moyenne, c'est 8 à 9 points d'attention. Et là, on définit aussi des opérations conjointes sur ces points d'attention et des passages communs. Et c'est traité... On enrichit les dossiers parce que souvent, quand c'est lié à des commerces qui posent problème, c'est des dossiers qui sont traités par l'unité de police administrative de la police nationale qui a uniquement les pouvoirs judiciaires, enfin qui a les pouvoirs judiciaires pour aboutir parfois à des fermetures quand la nuisance perdure longtemps. Et nous, on ajoute des rapports ou des procès-verbaux sur nuisance sonore à ces dossiers et on participe à monter le dossier de répression sur les établissements sensibles. Ça peut être des épiceries qui vendent de l'alcool et qui du coup génèrent des nuisances par les regroupements de jeunes, enfin on ne va pas parler que des jeunes, mais des acheteurs, on va dire, des individus qui achètent et qui squattent autour de l'établissement. Voilà. Si monsieur Samama, qui est donc mon adjoint de référence, l'adjoint à la sécurité et à la police municipale, c'est en partie de lui que je tiens mes instructions. Voilà. Merci Pierre-Olivier. Pour compléter rapidement ce qui a été dit et vous partager notre vision de la sécurité et de la police municipale dans le 15e, c'est notre priorité absolue. Au-dessus de toutes les autres, je sais qu'on a parlé de sujets très importants avant, mais c'est vrai que pour le maire qui a dédié sa vie, on peut le dire, à ces sujets-là, c'est la priorité absolue. Et donc dans le 15e, on essaye de faire le maximum pour avoir le plus de moyens possible et essayer de mettre la sécurité tout en haut des priorités. On arrive à avoir effectivement un certain nombre de résultats, y compris dans votre quartier. D'abord sur les moyens. Sur les caméras de vidéoprotection, on a réussi à avoir 7 caméras de vidéoprotection supplémentaires au cours de cette mandature. C'est évidemment trop peu, mais c'est malgré tout plus que dans les autres arrondissements. On est l'arrondissement qui en a bénéficié du plus grand nombre sur ces 5 dernières années. Et il y a une caméra qui va arriver dans les toutes prochaines semaines dans votre quartier, à la Lisière, qui est au métro Boussicot, angle Félix-Faure Convention, qui était une bouche de métro pas couverte par les caméras de vidéoprotection. Et je suis ravi d'avoir pu porter cette demande-là avec le maire pour pouvoir inscrire ce lieu-là dans les 7 points qui nous ont été accordés. La deuxième chose sur les moyens, c'est le nombre de policiers aussi, nombre de policiers municipaux. Pierre-Olivier a évoqué les chiffres de la police municipale, alors ils sont malgré tout faibles, mais importants néanmoins et en progression constante. Singulièrement sur l'équipe de soirée, on a... je crois, la première équipe de soirée de tout Paris. C'est la priorité absolue pour moi parce que c'est là où se déroulent les plus grandes problématiques que les habitants sont amenés à rencontrer. Et donc une équipe de soirée qui fait des missions conjointes avec la police nationale, qui est là pour des missions de sécurisation, qui est là pour intervenir sur la voie publique, qui est là pour rassurer, qui est là pour dresser des contraventions et qui est là effectivement pour mener des missions de tranquillité de l'espace public. Sur la police nationale, quelques chiffres également. Je suis ravi de vous annoncer qu'on a réussi à obtenir sur ces 6 derniers mois 28 policiers nationaux supplémentaires
C'est beaucoup dans un arrondissement qui compte moins de 300 policiers. 28, c'est quasiment 10% de nouveaux policiers nationaux en plus dans l'arrondissement. C'est 2 fois 14. On en a eu 14 à la promotion qui est arrivée le mois dernier, en octobre, et 14 nouveaux qui vont arriver également dans la promotion de décembre. Enfin, sur la partie des priorités, ma priorité absolue, c'est de mettre du bleu dans la rue, c'est de mettre les policiers à terre, dans la rue, visibles, au contact des habitants, avec évidemment des approches complémentaires et différentes pour la police nationale et municipale, mais d'être au contact de la population. C'est la lutte contre le trafic de stupéfiants aussi, avec la police nationale. Et je suis ravi aussi de pouvoir souligner une magnifique affaire qu'on a menée avec le commissariat de police cet été, au 24 rue Ballard. Je crois que monsieur évoquait l'immeuble juste en face et le trafic de stupéfiants. Au 24 rue Ballard, il y a eu une grande opération de lutte contre le trafic de stupéfiants qui a été menée en juillet dernier, qui a permis à l'arrestation de 3 personnes qui s'adonnaient à ce trafic de stupéfiants. L'un d'entre eux est aujourd'hui en prison à l'heure où je vous parle, à la prison de la Santé. Et les 2 autres ont reçu une interdiction de paraître et donc ils sont interdits pour l'instant dans ce quartier du 15e arrondissement. Interdiction de paraître d'ailleurs qui sont possibles désormais par la préfecture de police. Avant, c'était le résultat d'un jugement, c'était une alternative à la peine. Et donc le juge prononçait ces interdictions de paraître. Vous n'avez pas le droit d'être dans tel arrondissement ou dans tel quartier, etc. C'était long, fastidieux, et je ne reviendrai pas sur la manière dont les juges traitent un certain nombre de délinquants en France. Là, c'est quelque chose qui est à notre main, si j'ose dire, on va dire aux mains de la préfecture de police. Évidemment, il faut que ce soit justifié, limité dans le temps, limité géographiquement, mais en tout cas, on peut le faire de manière beaucoup plus rapide et efficace. C'est permis grâce à la loi narcotrafic qui a été promulguée en juin dernier, et on l'a fait dans un quartier dans le nord du 15e arrondissement, pareil avec des trafiquants, et on l'a fait dans votre quartier aussi, au 24 Ballard, avec ces trafiquants de stupéfiants qui aujourd'hui n'ont pas le droit d'être dans le 15e, en tout cas dans votre quartier. Et l'autre chose aussi sur laquelle on se bat, c'est les expulsions. Moi, je considère qu'il y a des milliers de personnes qui sont en attente de logements sociaux. Notre priorité, c'est de réserver ces logements sociaux aux gens de classe moyenne, aux gens qui ne posent pas de problème, aux gens qui travaillent, aux policiers, aux pompiers, aux professeurs. Monsieur disait qu'il était professeur d'histoire, aux infirmières, aux assistantes maternelles, aux puéricultrices, à tous ceux qui participent à la collectivité et non pas aux délinquants. Et donc, dès qu'il y a des délinquants qui occupent des logements sociaux, on se bat, c'est long, c'est fastidieux, mais on se bat pour les expulser. On a eu une belle affaire un peu plus haut que votre quartier où justement on a réussi à expulser un délinquant. Et comptez sur moi pour me battre pour faire expulser les délinquants qui étaient à l'origine du trafic de stupes au 24 rue Ballard. Première priorité, effectivement, la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et enfin, deuxième priorité, c'est la délinquance du quotidien. C'est bien beau de parler des crimes qui sont évidemment très graves, mais qui, en réalité, n'arrivent que 0,1% du temps. Ce qui vous touche au quotidien, c'est la petite délinquance du quotidien. C'est les nuisances sonores, c'est les incivilités, c'est le manque de tranquillité publique, c'est les marginaux, on l'a évoqué, qui traînent dans la rue, qui sont alcoolisés, c'est les bars qui mettent de la musique jusqu'à pas d'heure, c'est les bandes qui traînent et qui fument en bas de chez vous et qui mettent de la musique. C'est là-dessus qu'il faut... C'est ce contre quoi il faut lutter au quotidien, avec la police nationale évidemment, la police municipale aussi, qui est en appui. Et il y a eu dans votre quartier singulièrement, sur les opérations de tranquillité publique, 196 opérations sur les 6 derniers mois de la part de la police municipale. Ça fait plus d'une opération par jour dédiée exclusivement à votre quartier. Et donc on continuera à se battre pour avoir plus de moyens, pour mettre les policiers dans les rues, pour mettre du bleu dans les rues et apporter le plus de tranquillité possible aux habitants du 15e, singulièrement dans votre quartier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions déjà dans les conseillers de quartier pour commencer? Oui. Oui. Bah. Pardon. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir, et Monsieur Tempier aussi, au niveau de la rue Ballard, il y a une antenne de police. En fait, j'ai jamais su très bien... c'est la circulation, je ne sais pas à quoi elle sert. On voit il y a des voitures de police, mais quelle est la mission en fait de cette, moi j'appelle ça une antenne de police. Les accidents de la route. Bah, je vais laisser, voilà, si vous voulez bien répondre. Effectivement, c'est pas un commissariat. On a deux vrais points, on va dire. On a le commissariat de la rue de Vaugirard, évidemment, qui prend les plaintes et qui est le lieu central où il faut se rendre. On a une annexe rue Linois aussi, qui est encore autre chose que ce que vous évoquez, qui elle peut recevoir du public et notamment accueillir des plaintes. Et on a le point que vous évoquez
à la rue Ballard, qui en effet ne reçoit pas le public et qui est exclusivement sur les problématiques liées au code de la route, en effet. Et le boulevard Garibaldi est fermé. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien, boulevard Garibaldi. Ouais. Oui, allez-y, je vous en prie. Je vais juste vous laisser prendre un micro également. Donc, vous avez évoqué le marché Saint-Charles et je m'étonnais. Vous dites que c'est un point très important pour vous et je voulais savoir dans quelle mesure, quelles sont les indélicatesses sur le marché Saint-Charles. J'en ai jamais vraiment remarqué. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas dit qu'il y avait plus de problèmes sur le marché Saint-Charles qu'ailleurs. J'ai dit que c'est le déploiement sur les marchés, c'est une mission classique de la police municipale. Dans le cadre du règlement des marchés découverts alimentaires, on est assermenté et sur la lutte contre les incivilités en général. Voilà, on est beaucoup déployé sur les marchés, mais j'ai pas dit qu'il y avait une problématique spécifique. Ça va être, par exemple, dans le cadre du nettoiement en fin de marché. Pour faciliter le travail de la DPE. On va travailler sur le stationnement gênant, on va travailler avec le placier quand des vendeurs à la sauvette, des gens non déclarés s'installent sur le marché, on va pouvoir verbaliser en gros dépôt. C'est beaucoup de lutte, c'est les deux, c'est code de la route et lutte contre les incivilités. Ouais, souvent dessus, ouais. J'ai fait une extraction, on est 63, on a 63 programmations les 6 derniers mois. En fait, c'est en amont du marché et ensuite à la fin du marché, plutôt. C'est de la visibilité pendant le marché, pas spécialement à l'ouverture, c'est pendant le marché et beaucoup à la fin aussi, pour aider la DPE, pour faciliter le travail de la DPE. Oui. Oui, merci. Je voulais revenir sur les nuisances sonores. La journée, surtout la soirée tard. Je sais que c'est un sujet qui est pris en charge à bras-le-corps à la mairie du 15e. Il y a une commission de bruit qui a été créée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et concrètement, est-ce que c'est un champ réservé à la police municipale ou mixte entre municipale et nationale? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut appeler le 17? Est-ce qu'il faut appeler le 3975? Comment agir? Alors, d'abord, il n'y a rien qui échappe à la police nationale. S'il y a quelque chose qui peut être fait par la municipale, ce sera forcément possible aussi par la police nationale. Donc, sur les nuisances sonores, ça dépend de quoi on parle. Si c'est des nuisances sonores dans un appartement, quelqu'un qui fait une fête, qui met de la musique, ça c'est la nationale. La police municipale n'a pas le droit d'entrer dans les immeubles privés, elle ne pourra pas intervenir pour une nuisance sonore de ce type. En revanche, si on parle d'un bar qui a pignon sur rue avec une terrasse qui met de la musique à 3 h du matin, là en effet vous pouvez appeler soit la nationale, soit la municipale. La police municipale, j'en profite pour le dire, je crois que c'était sur la slide, mais le numéro c'est le 3975, c'est l'équivalent du 17 pour la police municipale. Moi je vous invite plutôt à passer par d'abord la municipale parce qu'elle traite en priorité ces sujets-là. La nationale, elle est là pour des problématiques de lutte contre la grande délinquance, lutte contre la criminalité, maintien de l'ordre. Elle a des urgences qui peuvent être importantes. Donc sur ce type de problématique, il vaut mieux passer par la municipale. Et si on vous dit qu'il n'y a pas d'agent dispo, là vous appelez le 17 et effectivement vous avez peut-être plus de chances d'avoir quelqu'un si jamais la municipale n'est pas dispo. Merci de ces précisions. Juste le 3975, ça appelle un service central ou local? Ça appelle un service central qui ensuite est en contact avec les équipes qui sont sur le terrain et qui les déroutent, comme on dit, donc qui les envoie sur différents points en fonction des urgences qui leur sont remontées. On ne peut pas appeler la police municipale locale du 15e directement. Non, on n'a pas les moyens d'avoir un opérateur directement. En fait, c'est une salle annexe à la salle de commandement opérationnel de la ville de Paris qui traite le 39 ou atterrit l'appel 3975. Sinon, il y a un champ où on intervient aussi dans les espaces privés, c'est les nuisances d'ordre professionnel, olfactives ou sonores. C'est si jamais vous avez un local professionnel au pied de votre immeuble qui génère des nuisances à l'intérieur de l'immeuble. Là, c'est le BAMP, c'est le Bureau d'action contre les nuisances professionnelles. Donc là, c'est sur paris.fr. Vous renseignez une fiche. Et là, vous avez un inspecteur, donc c'est pas un policier municipal, c'est un inspecteur de salubrité qui vient à votre domicile avec, je crois, un sonomètre qui vient de faire une expertise, en fait, pour concrétiser les nuisances. Mais là, je crois qu'il vient chez vous.
il fait des tests, et à ce moment-là, il peut y avoir procès-verbal à l'encontre du commerce. Ça peut être un restaurant pour des nuisances olfactives par l'intérieur, ça peut être plein de choses. Je ne suis pas spécialisé dans le domaine, mais c'est des nuisances d'ordre professionnel, quoi. C'est le BAMP, Bureau d'action contre les nuisances professionnelles. Mais il est saisi par Paris.fr, hein. C'est différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez les conseillers de quartier? Non, on va pouvoir passer aux questions dans la salle. Oui, je vais laisser la parole aux 2 personnes du premier rang. 2 questions rapides, si vous permettez. La première, est-ce que l'opération Tranquillité Vacances en été est sous votre responsabilité? Non, c'est la responsabilité de la police nationale. Donc il faut toujours aller s'inscrire rue de Vaugirard. Exactement. Comme il le demande. Et deuxième question, depuis que j'ai exercé 2 mandats de conseiller de quartier, je réitère à chacune de nos réunions la même question. Je signale la dangerosité de la rue Tisserand, qui est en sens unique, le prolongement de la rue des Cévennes entre Lourmel et Félix-Faure. Quand on est en sens unique, dans les 2 sens, matin, soir, après-midi, les automobilistes dans les 2 sens avenue Félix-Faure ne respectent pas le 30 à l'heure. Et je demande toujours s'il y avait une possibilité de faire un feu tricolore. J'en ai terminé. Une petite rue, ça. Je vais voir avec mon collègue Monsieur Pinet, qui s'occupe, vous l'avez compris, de la voirie et de l'espace public. Sur la partie feu tricolore, nous, ce qu'on peut faire, c'est mener des contrôles. Donc je veux bien, Pierre-Olivier Patrice, si vous pouvez noter ce point, et on mènera des contrôles de verbalisation pour les personnes qui ne respectent pas. Donc dans excès de vitesse, elle a l'air toute petite, la rue. Donc elle est limitée à 30 ? C'est la rue de Tisserand quand les... Oui, oui. Ah oui, on se prolonge sur Cévennes. C'est ça, oui. C'est là. Et normalement, quand les conducteurs arrivent de côté de l'avenue Félix-Faure, normalement, il y a une priorité à droite qui est souvent pas trop respectée. Et surtout le matin. Merci. On va passer à la question suivante. Oui. Oui, à titre préventif et curatif. Au niveau curatif, il y a effectivement rue des Cévennes, puisqu'on parlait de la rue des Cévennes, un bâtiment qui héberge un hôpital de jour pour personnes qui a des problèmes. Il y a un centre où il y a des anciens drogués qui sont en cours de réhabilitation. Il y a un centre dans lequel il y a des anciens prisonniers qui sont en voie de récupération. Et tout ça, c'est déjà un certain nombre de problèmes immédiats, sachant que le soir, vers 1h du matin, on a la chance d'entendre des voitures avec leur radio qui vont aller livrer, on ne sait pas quoi, mais à mon avis, c'est très connu du quartier, des petites marchandises en face. Le problème qui est en train de se passer, c'est que déjà ce bâtiment, qui est déjà très important, puisque c'est carrément le pâté de maison, et il veut se construire à l'heure actuelle sur des bâtiments avec R+7, ce qui veut dire 8 étages en réalité. Et ça veut dire qu'on va concentrer, je dirais, un certain nombre d'incivilités, puisqu'on les entend quand il fait beau, on les entend dans différentes occasions parce qu'ils font des petites fêtes. J'ai raison de faire des petites fêtes, mais bon, ça nous dérange quand même. Et ça veut dire qu'on va multiplier le nombre d'incidents. Donc le permis de construire, il a été déposé. Je sais qu'effectivement, il y a eu il n'a pas été délivré immédiatement, mais vu les certain nombre d'habitants du quartier, il faudrait certainement plus qu'une concertation. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'ils se construisent et qu'ils viennent nous amener encore un gros pôle de nuisance. Il y a une pétition qui existe d'ailleurs dans le quartier. Vous pourrez me la transférer ? On vous la transférera, simplement vous donnerez vos coordonnées. Avec plaisir. Sur ce centre-là, vous faites bien de m'évoquer ces nuisances. Moi, je vous avoue être en contact régulièrement avec la direction. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises. J'ai visité ce centre. J'avais le sentiment, mais vous êtes mieux placé que moi, vous vivez dans le quartier, j'avais le sentiment que c'était plutôt bien géré et que l'équipe encadrante, on va dire, faisait globalement le travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nuisance. Vous me dites que ce n'est pas le cas. Je suis content de l'apprendre parce que je n'avais pas cette information et donc je vais mener l'enquête pour voir ce qu'il en est et ce qu'on peut faire à cet endroit-là. Une autre question ? Dans la salle ou pour les conseillers de quartier ? Non, très bien. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. Comment ? Et puis, on va passer au dernier point
qui est le point d'activité du conseil de quartier. Donc rapidement, puisque je sais que le temps file et que vous avez tous envie de rentrer chez vous. Simplement un petit point sur les réunions de conseil de quartier. Vous le savez, ces réunions publiques, elles ont plusieurs objectifs, 2 objectifs principaux. Le premier, c'est évidemment le dialogue, comme on le fait avec les questions. Vous savez, les sujets sont choisis par les conseillers de quartier lors de réunions préparatoires pour être évoqués ensuite à des réunions publiques où on a donc des intervenants qui vous permettent d'avoir un certain nombre d'informations et ensuite un dialogue avec la salle pour que vous puissiez poser toutes les questions dont vous avez besoin. Donc 2 points, le dialogue et bien sûr les informations aux riverains sur les différents sujets choisis. Les réunions publiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 15 réunions en 6 ans, près de 40 sujets abordés. Donc sur les sujets, on a plusieurs sujets qui sont souvent évoqués. Les espaces verts, vous le savez, on a un des plus grands espaces verts de Paris, le parc Citroën. Et donc on a notamment évoqué la rénovation du Grand Canal du parc. On a évoqué également les aires de jeu d'un certain nombre de parcs dans l'arrondissement. On a évoqué aussi les sujets de voirie, de santé ou encore de solidarité. S'agissant des budgets de fonctionnement, vous savez, on a des fêtes de quartier chaque année. On a une fête de quartier chaque année, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Par beau temps, par mauvais temps, on est présent. Et puis enfin, on a un certain nombre d'autres événements avec parfois soit les conseillers de quartier, soit l'ensemble. Mais on va avoir notamment des réunions de sécurité dans le quartier. On a également eu une marche exploratoire dans le parc André Citroën, ou encore notamment la visite de l'Arche dans le parc André Citroën, ou une fête de fin d'année animée par le centre Paris Anime des Cévennes. Voilà, écoutez, je me doute, je vois les intervenants partir les uns après les autres, donc je vous propose de clore cette réunion. Merci beaucoup d'avoir été présents. Bonne soirée.